All rise, veuve lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated, veuve vous asseoir. L'audience est ouverte. Bonjour à toutes et à tous. Madame la greffière d'audience, veuillez appeler l'affaire, s'il vous plaît. Good morning, Mr. President, Your Honors. This is the situation in the Republic of Mali in the case of the prosecutor versus Al-Hassan Al-Abdul Aziz Al-Mohammed Al-Mahmoud. Case reference ICC 0112-0118. And for the record, we're in open session. Merci beaucoup, Madame la greffière. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont présents dans cette salle d'audience, à M. Al-Hassan, qui est présent, ainsi qu'à toutes les personnes qui nous suivent depuis la galerie du public et à toutes les personnes qui nous suivent au loin. Comme tout le matin, je voudrais inviter les parties et les participants à se présenter. D'abord, le bureau du procureur. Monsieur le procureur. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la juge, bonjour Madame la juge. Le bureau du procureur est composé ce matin de Marie-Claudine Umurungi, de Yanogo Pendwende derrière moi, de Caroline Leroy, de Yayoi Yamaguchi, de Lucio Garcia et de moi-même Gilles Dutertre. J'en profite pour saluer tout à chacun à l'intérieur de cette salle et à l'extérieur de cette salle. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le procureur Dutertre. Je me tourne maintenant vers la défense. Maître Taylor. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honours. Good morning to everyone in the courtroom and around the courtroom. The defence for Mr. Al-Hassan is represented today, going to my left, Dr. Felicity Gary, Maître Arka Pradhan, Maître Mohamed Youssef, Maître Melissa Boyou-Lucier, Maître Leila Abid, Professor Mohamed Badar, Mr. Maouloud Al-Ansari, Maître Kelsey Ryan, and Ms. Brianna Dyer. Thank you very much. Merci beaucoup, Maître Taylor. Enfin, je me tourne vers les représentants légaux des victimes. Maître Nsita. Bonjour, Monsieur le juge président, honorables Mesdames les juges. L'équipe de la représentation légale de victimes est composée ce matin, je commencerai par le terrain, de Madame Janine Ilunga Kapinga, de Monsieur Maïga Boubacar et de Maître Seydou Doumbia. Et ici, dans le prétoire, nous avons Madame Priske Dupinga Dupanda Bieke, Monsieur Andrés Philippe Arias Morales, de Maître Gilles Goffin et de mon estimé confrère Maître Mayumbo Kassongo et de moi-même. Je vous remercie et je profite de l'occasion pour évidemment saluer tout le monde ici dans le prétoire et en dehors du prétoire. Merci. Merci beaucoup, Maître Nsita. Et je voudrais particulièrement saluer, évidemment, les conseils qui nous suivent au loin. Ce matin, nous poursuivons avec la présentation des conclusions orales finales des parties et des participants. Pour cette session, nous allons entendre les conclusions des représentants légaux des victimes. Et Maître Nsita, vous avez toute la session pour vous, comme convenu hier. Vous avez la parole, Maître Nsita.
Oui, je vous remercie, Monsieur le juge président, de me passer la parole. Je vais ouvrir le plaidoirie pour les représentants légaux des victimes et je serai suivi par Maître Kasongo Mayombo et notre cher et estimé confrère Maître Sédou Doumbia qui est sur le terrain conclura le plaidoirie des représentants légaux. Je vous remercie. Et sans plus tarder, je commence ma plaidoirie, si cela vous convient, Monsieur le Président. S'il vous plaît, vous avez la parole. Allez-y, s'il vous plaît. Monsieur le juge président, honorables mesdames les juges, j'ai l'honneur d'ouvrir cette plaidoirie des représentants légaux des victimes. Mon propos sera relativement bref afin de permettre à mes confrères de s'exprimer plus au cours de cet exposé. Je souhaiterais successivement insister sur le rôle spécifique des représentants légaux et des contraintes liées à leur mandat. Je reviendrai brièvement sur quelques éléments clés au cœur de ces dossiers et dont il a été question notamment à travers les dépositions de 2 victimes témoins admises à témoigner. Je dirai enfin 2 mots sur la portée de l'impact et de la nature des séquelles laissées par l'occupation djihadiste à Tombouctou. Il est important tout d'abord de rappeler que les intérêts des représentants légaux des victimes sont distincts de ceux du procureur que nous avons entendu hier exposer les éléments de nature à établir la culpabilité de M. Alassane pour des crimes dont il est accusé. Nous avons entendu le procureur sur le contenu de son dossier. Nous partageons l'opinion qu'il présente des éléments nécessaires à une décision de culpabilité. Mais il est important de rappeler qu'en ce qui nous concerne, c'est l'objectif plus large de l'intérêt des victimes que nous représentons qui porte notre action et que nous sommes là pour contribuer à faire établir par le juge la vérité autour des faits qui se sont déroulés à Tombouctou en 2012 et début 2013 et faire établir le droit des victimes à la vérité et à la justice. Ceci dit, je tiens à préciser que les victimes ne participent pas dans le seul et unique but d'obtenir une compensation financière. Elles participent avant tout pour que soient reconnues les douleurs et les crimes dont elles ont été victimes. C'est un choc pour les victimes d'entendre toujours dire qu'elles sont là pour obtenir une indemnisation. Elles veulent la vérité et la reconnaissance de ce qui leur est arrivé, d'autant plus quand l'accusé nie les crimes. Évidemment, c'est un sile-ton, autant pour les victimes que pour le processus judiciaire auquel elles participent, de dire que les victimes ne sont là que pour obtenir des dédommagements. Ces victimes sont plus de 2196 à avoir été admises à participer dans ces dossiers. 2 ont été autorisées à témoigner, j'y reviendrai. Les victimes admises à participer représentent toutes les catégories des populations présentes à Tombouctou au moment des faits. Leurs vies et préoccupations ont été recueillies en tentant de tenir compte des avis individuels derrière des positions communes qui peuvent se dessiner au sein de certains groupes identifiables. Les modalités de cette participation des victimes sont toutefois teintées d'une très grande frustration, tant du côté des victimes que de celle de leurs représentants dans la procédure, en raison de refus d'autorisation pour notre équipe d'avocats de se rendre auprès des victimes à Tombouctou, de se rendre sur le lieu du crime et d'y rencontrer nos clients. Il est évidemment légitime de se poser la question de savoir comment notre mandat a pu s'exécuter dans de telles conditions.
et de fait, notre connaissance du lieu et du dossier a donc dû faire avec ces handicaps et nos rencontres avec les clients s'est limitée essentiellement à Bamako auprès des victimes déplacées. À cet égard, il est important de noter que, bien entendu, les victimes ont eu recours à des intermédiaires parmi des personnes œuvrant au sein d'ONG, des soutiens des victimes. Il est important toutefois de retenir que la défense reste en défaut d'établir l'existence d'une contamination des preuves au dossier du fait de l'intervention d'individus ou d'entités qui auraient contribué à un narratif ne correspondant pas à la vérité ou auraient encouragé des comportements critiquables et abusifs de la procédure devant la Cour. Les victimes sont depuis de nombreuses années à la recherche de la justice, celle qui leur a été promise par les autorités nationales est restée un leurre et cette déception rend d'autant plus importante, nous l'avons déjà dit, la procédure devant cette Cour. Elles suivent cette procédure avec les moyens qui leur sont donnés et comprennent qu'elles ont un rôle à jouer face aux affirmations de la défense et à la position de l'accusé. Certaines de ces affirmations et positions ne manquent pas d'être particulièrement choquantes pour les victimes, notamment sur les questions autour de l'application de la charia et sur la minimisation des comportements criminels dont il est dit qu'ils ne constituaient rien d'autre que des pratiques déjà admises à Tombouctou. Il n'est pas admissible pour les victimes que l'ampleur de la privation et des violations de leurs droits fondamentaux soient déformés et que les actes de persécution commis par les occupants puissent trouver une quelconque justification. Le procureur a indiqué que ce procès n'est pas le procès de la religion et que celle-ci ne peut servir de bouclier. Il ne s'agissait pas juste, comme voulait le faire comprendre la défense, de devoir accepter de porter un voile complet et de se couvrir chaque centimètre de peau. Et il ne peut être question pour les victimes d'y voir un prix finalement bien acceptable à payer pour pouvoir continuer à vivre comme avant à Tombouctou. D'autant que les dictats étaient durement sanctionnés et c'est bien justement parce qu'il s'agissait de nouveaux dictats et non des règles qui correspondaient à la pratique existante jusque-là à Tombouctou qu'il fallait prévoir un système de sanctions. Comme l'a dit le témoin, ou du moins la victime V001, à chaque fois, j'ouvre les guillemets, donc je la cite, à chaque fois qu'ils arrêtaient une femme, qu'il n'était pas habillé, ils la frappaient. Et à chaque fois qu'ils arrêtaient un homme et une femme ensemble, ils les frappaient également tous les deux. Et ceci, vous pouvez le vérifier dans le transcrit 168, page 33. Et la victime V00D dira, pour répondre à la question de savoir pourquoi les femmes des associations ne pouvaient pas quitter leur foyer pour aller travailler, j'ouvre les guillemets, je la cite, la première chose, c'est parce qu'elles avaient peur de sortir et ou de rencontrer les djihadistes. La deuxième chose, il y a une tenue obligatoire qu'il faut que tu portes pour sortir. Si tu fais l'erreur de sortir sans les règles, tu as des problèmes. Et le dossier a montré la fréquence de ces arrestations et les conséquences pour les personnes arrêtées. Il n'est pas question d'interpellation occasionnelle, mais d'actes de violence répétés, systématiques et d'arrestations tout aussi fréquentes dont les conséquences sont encore présentes dans l'esprit des victimes et sur leur corps pour nombre d'entre elles. De même, il ne s'agissait pas de répéter des pratiques dont on pouvait trouver des similitudes
avec la pratique du mariage arrangé, tel qu'il existe sans contexte dans la région. La victime V001 a donné un témoignage édifiant sur les pratiques organisées par les occupants armés pour s'octroyer des femmes, puisqu'il s'agit bien de cela. Et j'ouvre les guillemets, je la cite, il, et je ouvre les parenthèses, ce que la victime appelle les moudjahidines ou les barbis, je ferme la parenthèse, sont arrivés chez nous. Ils ont vu ma mère et donc maman lui a dit que oui, je suis marié. Et donc le monsieur lui a répondu qu'ils ont demandé dans les quartiers et on leur avait dit que madame n'était pas mariée. Donc, par après, je lui ai dit que je ne suis pas d'accord de me marier. Et la troisième fois, qu'ils m'ont pris de chez ma mère et sont partis avec moi. Ils ont dit que la fille, on va la ramener avec nous. Et ceci, vous les trouverez dans le transcript 168, pages 34 à 39. La même victime V001 donne ensuite une description de la vie sous l'emprise de son tortionnaire. Je la cite en ouvrant les guillemets. Donc, il a refermé la porte sur moi. Il ne reste plus que lui et moi à l'intérieur. Il s'agissait de la maison où ils m'ont ramené. C'était un rap qu'ils ont fait. Donc, vu qu'ils savaient que je ne les aimais pas, ils sont juste venus déposer les montants d'argent et m'ont pris avec eux. Je ferme les guillemets et j'en ouvre un autre. Aussitôt que nous sommes rentrés dans la maison, il m'a poussé sur le lit. Par contre, je me suis retiré du lit et je suis passé en dessous du lit. Il m'a retiré de là et il m'a couché sur le lit avec force. En fait, il m'a dit, il m'a bien expliqué que je devrais accomplir ce pourquoi j'étais venu. Il a fait ce travail avec toute la force. V1 ou V001 a également expliqué en détail les conditions de vie et les règles à suivre. Il lui était interdit de sortir, même si les visites étaient autorisées. Une tenue spécifique était imposée. Et le entre guillemets mari s'est préparé lui-même ses repas par peur de l'empoisonnement. Et la conséquence de tout cela, la victime V001 a eu un enfant de l'homme auquel elle a été mariée de force et elle nous a expliqué de façon émouvante dans ses prétoires, ou plutôt douloureuse, les parcours de cet enfant traité encore aujourd'hui d'enfant des Moudjahidines. Comme je l'ai dit précédemment, l'imposition de nouvelles règles touchait à tous les aspects de la vie et avait des conséquences bien au-delà des cas de violence, y compris sexuelles, commises sur les individus et sur le bien protégé. L'impact social et économique de l'occupation et des crimes commis ne doivent pas être oubliés. Ainsi, V002, répondant aux questions qui lui étaient posées pendant son témoignage, dira, j'ouvre les guillemets, « Maître, quand une ville devient morte, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de rentrée, il n'y a pas de vente, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de foire. Quel sera le sort de cette ville? Je vais simplement dire que la population a souffert pendant l'occupation. Elle a souffert financièrement. Quand tu n'as pas d'argent, avec quoi tu vas payer à manger? Quand tu ne sors pas, je parle surtout des femmes. Tout ce qu'on gagne pour mener notre vie, pour notre vie sociale, pour subvenir à nos besoins, on sort pour aller chercher. On sort pour aller chercher.
On sort pour aller vendre au marché. On sort pour aller dans les jardins, cultiver. Et, messieurs, tout ça, ça ne marche pas. Je ferme les guillemets. Les actes commis en 2012 et début 2013 à Tombouctou présentent l'image d'une persécution pour des motifs précis commis sur une population entière. Toute la population présente à l'époque a été touchée et aujourd'hui, ces victimes continuent à subir les conséquences de l'occupation. Le traumatisme de violence n'est pas guéri. Comme je l'ai dit, les corps et les âmes continuent à souffrir. Mais au-delà de cela, Tombouctou ne s'est pas remis socialement et économiquement. Ceux qui sont restés constatent les effets de la dégradation de la base même d'un tissu citoyen réputé depuis toujours pour son melting pot culturel et ethnique et d'une activité économique qui ne s'est pas reconstituée suite à la destruction de tout ce qui faisait son dynamisme. Ce que l'occupation a fait fuir, parce que nombreux vivent en déplacement dans le Mali ou dans le pays limitrophe, souffrent en plus de l'éloignement. Au vu de la violence de l'occupation, 10 mois auront suffi pour mettre à terre jusqu'à aujourd'hui une ville et sa population. Monsieur le Président, Mesdames les juges, je tenais à rappeler aujourd'hui que le jugement que vous rendrez revêt d'une importance capitale pour les victimes non seulement de Tombouctou, mais de tout le nord du Mali. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Nsita, pour votre brillante présentation. Et je m'en remets à vous pour la suite. Qui va parler maintenant? Oui, je passe le micro à mon confrère Maître Mayombo. Maître Mayombo, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les juges. Je remercie mon confrère Maître Nsita d'avoir illustré une parfaite introduction pour l'essentiel de notre exposé de ce jour. Je suis Maître Kasongo, l'un des représentants légaux des victimes à ce procès, comme le dit le confrère Maître Nsita. Je serai dans la logique de son exposé et pour la suite de la présentation en ce qui concerne nos conclusions finales. Mon exposé sera basé sur 3 axes. Sur l'axe en termes de préjudice, tel qu'exprimé par les victimes, non seulement les victimes population civile, la masse, mais la ville de Tombouctou comme entité morale. Et le troisième aspect de mon intervention sera quelques observations émanant des victimes concernant l'accusé. Monsieur le Président,
D'abord, permettez-moi, au nom de mes confrères qui nous écoutent, de présenter les remerciements de l'ensemble des victimes qui participent à ce procès, plus de 2000. Nous l'avons dit à partir de mon confrère Maître Sita, qui vous remercie non seulement pour avoir mené à bien ce procès, mais qui remercie aussi les parties, le bureau du procureur en termes de l'accusation, la qualité de la défense de M. Alassane et tous les autres participants. Mesdames les juges, mon exposé tient sur quelques mots pour permettre le fil conducteur des idées. Vous avez sûrement lu dans les observations des victimes, à partir de leurs représentants légaux ou à partir de leur formulaire de participation, avant la fin de ce procès, des mots comme l'occupation, des mots comme le mot djihadiste, des mots touareg, des mots destruction, mausolée, BMS, gouvernorat. Ce sont ces mots qui, à mon sens, vont permettre à ce que nous puissions apporter un peu d'éclairage à la religion de votre chambre. Parce que votre chambre a entendu les témoins, il les a vus, elle les a vus. Au passage en interrogatoire principal, tout comme en contre-interrogatoire, auquel nous étions appelés. Et c'est aujourd'hui que ces mots vont permettre à ce que nous puissions exprimer les attentes de ces victimes participantes, qui se sont déjà exprimées dans leur démarche en amont, à partir de leur formulaire de participation. Et toutes ces victimes avaient déjà énoncé à une question précise, avant la fin de ce procès, ce qu'elles attendaient à l'issue de ce procès. Eh bien, tous ou toutes ces victimes, Monsieur le Président, Mesdames les juges, attendent ou attendaient de voir la Chambre emprunter la voie de la condamnation de l'accusé si les crimes commis sont prouvés et témoignés. Et c'est le cas. Aujourd'hui, à l'issue de ce procès, pour les victimes que nous représentons, il ne fait plus de doute, Monsieur le juge. Pour les victimes que nous représentons à ce stade de la procédure, il ne fait plus de doute que les crimes sont établis. Il ne fait plus de doute que les témoins ont parlé. Monsieur le juge, Mesdames les juges, nous sommes les porte-voix des victimes de Tombouctou, sans toutefois vous rappeler qu'elles sont victimes de l'impact de la situation conflictuelle au nord du Mali en 2012. Non seulement cette situation leur a été imposée, mais encore,
elle l'a été à la ville de Tombouctou. Tombouctou, c'est une ville, mais Tombouctou, c'est aussi une région. Mesdames les juges, Tombouctou, en tant que région, fut prise d'assaut durant ce conflit armé, ayant perdu son aura d'hier. Sa population condamnée à l'errance. Pour certains déplacés ou victimes de la situation à l'interne, pour d'autres condamnés au refuge ou à l'exil dans les pays voisins. Monsieur le Président, d'abord pour mieux comprendre, tout le long de ce procès, il ne fait plus de doute que les crimes que les victimes alléguées sont commis et que tout le long de ce procès, il n'existe plus de doute, il apparaît aujourd'hui qu'ils sont prouvés. En tant que représentant légal des victimes, avec mes confrères, nous nous sommes posés des questions. Et moi, personnellement, je me suis rendu au chevet de ces victimes en errance, en me posant une simple question. Qu'attendent-elles, ces victimes, au jour d'aujourd'hui, à l'issue de ce procès? Pour cela, je me suis rendu au chevet des victimes qui étaient proches dans les pays voisins, pour ne pas les citer, et tout récemment, en préparation de cette audience. Et pour prendre les points de vue et observations de ces victimes, Monsieur le Président, Mesdames les juges, ces victimes ont exprimé, aujourd'hui en 2003, à l'issue de ce procès, leur crainte en cas de rapatriement ou en cas de retour à Tombouctou, plus précisément dans la ville de Tombouctou et dans la région de Tombouctou. C'est la peur de rencontrer encore, me disent-elles, la police, me disent-elles, ou les djihadistes, police islamique bien sûr. Pour ces victimes, les occupants sont toujours là. Le témoin qui a parlé devant votre chambre, produit par le bureau du procureur, le témoin 626, résume une précision. La police prenait des mesures et une personne donnait ou les mettait en prison. Et c'est cette peur-là d'être encore confronté à ce genre de système qui bloque les victimes à l'étranger, qui les condamne à l'exil. La peur est justifiée par l'impact de l'occupation. L'occupant qui a la police, sa police à lui. Et dans ces conditions, me disent-elles, le retour de ces victimes ou le retour de ces réfugiés devient hypothétique. Tous ou toutes ces victimes restent les yeux regardés vers votre chambre pour savoir la concrétisation de l'issue de cette procédure. Monsieur le Président, s'agissant du profil de ces victimes, ce sont des victimes de Tombouctou très attachées à leur terre ancestrale et aux saints qui sont d'abord leurs parents, arrière-parents, ancêtres, peut-être communs, et qui sont reconnus dans les mausolées patrimoine sacré, lieu de culture et d'adoration et de prière.
tous évoquent une souffrance morale. À ce jour, en 2023, les blessures sont restées ouvertes depuis la destruction, depuis l'occupation. À partir de nos entretiens avec les milliers de descendants des saints, les saints de Tombouctou bien sûr, qui sont en exil ou qui sont en errance à l'interne, ils évoquent en totalité, à l'unanimité, dans leur quasi-totalité, l'existence d'un préjudice moral, une souffrance morale. Votre chambre a dû lire les formulaires exprimant cette souffrance morale. Mais c'est celle-là, cette souffrance morale, de ne pas se rapprocher des lieux de leurs ancêtres, d'avoir rompu le culte des anciens, le culte traditionnel, de bénédiction et de mystère et de mystique, selon leurs anciens. La population de Tombouctou souffre moralement de la destruction des mausolées par les djihadistes, dont le groupe Ansardine et AQMI se trouve cité aujourd'hui, concerné, tout le long de ce procès, auquel M. Alassane fait partie. C'est parce que ces saints sont d'abord leurs ancêtres et qu'ils leur doivent un culte de prière et d'adoration que cela leur fait mal. Selon le témoin 608, qui a dû déclarer devant votre chambre, le saint Sidi Mahmoud est surnommé par les Tombouctiens le patron des saints, et je ne sais pas pourquoi. Mais nous le savons, Monsieur le Président, parce que nous avons échangé avec les descendants de ces saints. Ce manque de culte des saints et ce choc porté aux croyances ont été à la base des préjudices évoqués tout à l'heure par toutes ces victimes, qu'ils soient en errance ou en exil. C'est la rupture sociale, la rupture de l'équilibre familial qui cause une blessure profonde pour ceux qui sont nés à l'étranger, habitués à revenir à Tombouctou pour le culte des anciens, et d'autres qui ne peuvent pas sortir pour communier avec les leurs. Mais c'est cette rupture-là qui cause une pressure, un préjudice moral profond au sein de la population victime de Tombouctou. Monsieur le Président, ils ne pouvaient pas tout simplement continuer la prière de leurs ancêtres, selon leurs coutumes et traditions. C'est cela qui faisait le prestige de Tombouctou. Tombouctou a perdu son prestige, tel fut l'impact de la destruction. Destruction des mausolées, bien sûr, et l'occupation même de Tombouctou par les djihadistes. C'est pourquoi les victimes parlent de l'occupation, qui est un mot qu'on retrouve dans tous les formulaires, il y en a plus de 2000. Parlons de l'occupation, Monsieur le Président et Mesdames les juges. C'est une occupation non seulement de Tombouctou, mais qui va au-delà de Tombouctou, au nord Mali. Durant cette occupation, la population est restée impuissante, parce que sans moyen de se défendre, parce que c'est une occupation armée, et la population n'avait pas d'armes. Ils ont assisté, ou elle a assisté, cette population, à une réunion de destruction, comme le dit un témoin devant votre chambre. Ils se sont mis en réunion pour détruire. Comment faire la résistance sans armes ni moyens de défense? L'occupation a humilié les familles.
les familles, ce sont les familles des descendants de ces saints, comme je le disais tout à l'heure, qui sont aussi des parents. Pour d'autres, parler même de deuil. Ils avaient souffert comme s'ils souffraient lors d'un deuil, de perte d'un être très cher. L'occupation en question est l'œuvre des djihadistes. Un témoin se prononce en ce sens, c'est le témoin 608. Ils ne sont pas venus pour nous faire du bien. Ils disent qu'ils amènent la charia. Je ne reviendrai pas sur cette question parce que ça a été beaucoup débattu, mais je dirais un simple mot. Mesdames les juges, que lorsqu'il y a occupation, la population se trouve devant un double choix, un dilemme, ou de fuir, ou de rester mourir. C'est le dilemme de l'occupation de Tombouctou en 2012. C'est pourquoi beaucoup se sont réfugiés. Et ils apparaissent aujourd'hui parce qu'ils ont l'espoir d'une condamnation à l'issue de ce procès. Selon votre chambre, il y a eu un témoin, 160, qui a déclaré que la population les reconnaissait comme des groupes armés, tantôt Moudjao, tantôt Akmi ou en Sardine. Excusez-moi, Monsieur le Président, Mesdames les juges. Mais le problème aujourd'hui, c'est que le flou qui régnait dans l'esprit des victimes pour désigner l'auteur s'est dissipé à l'issue de ce procès. Nul doute qu'il s'agit bien de ces groupes, aujourd'hui, auxquels appartient M. Alassane. Nul doute que ces groupes armés ont attaqué la ville de Tombouctou et sa population. Monsieur le Président, pour le comprendre et éclairer votre Chambre sur ce point, l'occupation s'inscrit dans la pure tradition de la possession de l'espace territorial malien par les Touaregs. Je parle de l'espace territorial au nord Mali. Si je peux me permettre de citer une littérature malienne, des auteurs qui peuvent être retrouvés facilement, Shogel, Kokala Maïga et Isiaka Amadou Sangaré, qui ont écrit sur la rébellion au Nord Mali, des origines à nos jours, excusez-moi. Ces auteurs écrivent qu'en 2006, le 6 avril 2006, bien sûr, le feu président Muammar Kadhafi se rend à Bamako pour aller de Bamako jusqu'à Tombouctou à l'occasion de la fête des Maouloud. Il s'est éclipsé, je résume, pour aller rencontrer les tribus Touaregs. Il s'est éclipsé de la vigilance des services de protection et de surveillance affectés à son arrivée. En arrivant là-bas, il n'a pas hésité je cite les auteurs, il n'a pas hésité de se prononcer devant eux, tribus Touareg, pour la création d'un État Touareg s'étendant de la Mauritanie en Irak. Selon la logique de l'occupation, l'usage de la force, Monsieur le Président, et le dialogue utilisé par l'occupant. La population tenue d'obéir au péril de sa vie. Pour certains, obéir au discours ou prêche de nouveaux maîtres. Pour d'autres, se cacher pour éviter de mourir. Monsieur le Président, je ne serai pas très long pour
pour essayer de laisser la place à mon confrère qui peut encore vous apporter beaucoup plus de la lumière, mais permettez-moi de revenir sur les crimes, sur l'aspect des crimes reprochés à l'accusé. Les victimes présentes à ce procès ne doutent plus de la réalité de ces crimes au jour d'aujourd'hui. Avant, l'auteur des crimes n'avait pas un visage. C'est pour cela, dans les formulaires de participation, tous parlaient des djihadistes. Mais au jour d'aujourd'hui, l'auteur de ces crimes a un visage à l'issue de ces procès. Contrairement au dire des victimes, les djihadistes, en groupe. M. Alassane a reconnu comme auteur des crimes à leurs yeux à l'issue de ce procès. Les crimes sont sans doute le fait que les djihadistes les ont commis, y compris M. Alassane. Il fait corps avec le groupe. Il est solidaire avec le groupe. Il prend part. Ainsi adhère à un dispositif mis en place comme système d'occupation et d'oppression. Mesdames les juges, selon les victimes interpellées et incarcérées dans les locaux de la police islamique, tout le long de ce procès, l'implication de l'accusé a été démontrée. Et ça n'a pas échappé à l'attention des victimes que nous représentons à ce stade de la procédure. Les victimes entendent conclure à l'issue de ce procès par notre voix que l'occupant jugé aujourd'hui est bel et bien celui qui fut désigné en amont à la ligne 5 de la page 1 du formulaire de participation. Et c'est lui qui apparaît aujourd'hui reconnu dans des différents témoignages devant votre chambre. Le terme procès veut dire qu'il y a eu débat des preuves, à charge au-delà de tout doute raisonnable. En interrogatoire principal, les charges ont été merveilleusement démontrées par les services du procureur et en contre-interrogatoire associé des représentants légaux des victimes, ces charges ont été débattues sous leurs yeux. Mesdames les juges, le crime commis a une dimension culturelle pour la ville de Tombouctou. Culturelle parce que les mausolées de Tombouctou ont été détruits comme patrimoine mondial protégé. Messieurs les juges, les victimes que nous représentons, qui ont participé et espèrent que l'accusé emprunte le chemin de la condamnation pour ces faits et que votre chambre, par sa bienveillance, en son intime conviction, donnera satisfaction aux espoirs des victimes. Je vous remercie en laissant la place à mon confrère Maître Doumbia pour pouvoir illustrer encore davantage mes propos et au nom de toutes les victimes, nous vous remercions. Merci beaucoup, Maître Kasongo Mayombo, pour votre brillante présentation. À présent, je passe la parole à Maître Doumbia. Maître Doumbia, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur le Président, honorable juge. C'est un immense plaisir pour moi, en tant que représentant légal des victimes, de me tenir devant vous ce matin pour vous ressortir l'essence
de ce que les victimes que nous représentons ressentent aujourd'hui encore. Monsieur le Président, honorable juge, c'est clair. Après ces brillantes plaidoiries d'hier du bureau du procureur, après les deux interventions de mes estimés confrères ce matin, j'ai cité Maître Kassongo tout à l'heure et Maître Nsita. Je me dois d'être moins long. Oui, moins long, vous nous l'avez suffisamment dit. Le principe est que ce qui a été dit, et surtout bien dit, ne mérite pas d'être redit. Du moins, ne mérite pas que l'on s'y attarde outre mesure devant votre chambre. Ceci étant dit, Monsieur le Président, honorable juge, étant donné que la cause des victimes et la cause du bureau du procureur sont intimement liées, souffrez que je revienne sur quelques aspects extrêmement importants, non seulement pour contenter les victimes que nous représentons et qui nous écoutent, mais également pour cet aspect pédagogique, parce que, dit-on, la répétition est quelquefois pédagogique. Monsieur le Président, d'entrée de jeu, je voudrais vous rendre, vous, votre chambre, un vibrant hommage venant des victimes que nous représentons. Et à juste raison, pour la conduite et la tenue de ce procès, qui a forte valeur symbolique, parce que justement, pour nous, représentants légaux des victimes et pour ces victimes, la tenue de ce procès est déjà une victoire. Cette victoire consacre la reconnaissance de leur qualité en tant que victimes des crimes perpétués à Tombouctou en 2012. Monsieur le Président, honorable juge, le nombre particulièrement élevé des victimes dans ce procès, ces victimes qui ont été admises par vous de participer à ces procédures, témoignent également, si besoin en était, que vous, votre chambre, vous avez effectivement pris la juste mesure de l'ampleur du drame et de son étendue, drame perpétré à Tombouctou en 2012 et dont les préjudices sont inestimables. C'est pour cette raison, Monsieur le Président, et surtout compte tenu du peu d'incidents
retenus à titre des différentes charges dans cette procédure, les représentants légaux des victimes vous demandent de faire des constatations explicites dans votre arrêt, constatations qui reflètent l'étendue des préjudices que les crimes imputés à l'accusé ont causé aux victimes de Tombouctou. Monsieur le Président, il y a un deuxième motif de satisfaction et encore une bonne raison de vous rendre hommage venant des victimes et de nous, leurs représentants, qui est que nous considérons que la participation au procès constitue déjà une forme de réparation. Oui, une forme de réparation. Cela est consacré désormais par la jurisprudence de cette Cour. En effet, dans le jugement rendu sur l'application de l'article 74 du statut, la reconnaissance de l'ampleur des préjudices subis du fait des crimes faisant l'objet des charges et de leur diversité constituerait une forme de reconnaissance de leur droit à la vérité et de ce fait une forme de réparation. Les représentants légaux sollicitent dès lors que le jugement qui sera rendu par votre Chambre procède à la reconnaissance de ce droit à la vérité sur le fondement de l'article 74 du statut, et ce, quel que soit le verdict de culpabilité. Monsieur le Président, honorable juge, à présent, les représentants légaux sollicitent votre attention soutenue pour mieux apprécier deux mots essentiels, deux mots assez lourds de sens, deux mots qui constituent le cœur de leur conclusion finale. Premièrement, et à titre principal, les représentants légaux des victimes, les victimes tout court, estiment que M. Al-Hassan devrait être retenu dans les liens de l'accusation et donc déclaré coupable de toutes les charges retenues contre lui. Je dis bien de toutes les charges retenues contre lui. Deuxièmement, et à titre accessoire, les représentants légaux des victimes
estime qu'aucun motif exonératoire de responsabilité, même partielle, ne devrait être accordé à M. Al-Hassan. L'accusé ne saurait bénéficier d'aucun motif exonératoire de responsabilité, fût-il partiel. Monsieur le Président, honorable juge, le verdict que la Chambre rendra devrait tenir compte des brûlures constantes que les victimes de Tombouctou ont vécues et continuent de vivre dans leur chair et dans leur âme. La preuve de ces brûlures, Monsieur le procureur en a apporté la preuve du plus probant. Qu'il nous soit simplement permis ici de mettre l'emphase sur quelques points constants, absolument constants. Ce qui est constant, Monsieur le Président, honorable juge, dans un premier temps, c'est que l'occupation djihadiste de Tombouctou a été la cause première et la cause déterminante de la dislocation de la société et de l'éparpillement irréversible actuel de la population de Tombouctou, dislocation dont les conséquences sociopolitiques et économiques ont été développées notamment par mes excellents confrères qui m'ont devancé à cette barre. Un deuxième fait qui est constant dans cette procédure, c'est le rôle aussi déterminant, c'est le rôle aussi principal que M. Al-Hassan a joué en tant que responsable au sein de la police islamique dans la perpétration et la perpétuation des crimes commis à Tombouctou en 2012. Crime qui a consisté en l'assujettissement de sa population au nom de l'islam, j'allais dire au nom d'un islam étriqué, qui a consisté également dans la chosification de la femme, en particulier de la déshumanisation de l'être humain tout court. Faits qui ont également constitué ce que nous appelons les traitements inhumains, fortement dégradants, infligés à la population et qui, naturellement, sont indignes de la personne humaine.
De ces faits, Monsieur le Président, honorable juge, le bureau du procureur en a fait la démonstration irréfutable par des propos tenus non seulement par des témoins, mais également par l'accusé, M. Al-Hassan lui-même. Pas seulement des propos, mais également la preuve a été fournie à l'appui d'images affreuses, d'images profondément insoutenables que le bureau du procureur nous a présentées, vous a soumis ici. Ce qui est également constant en troisième position, Monsieur le Président, honorable juge, qui est constant et irréfutable, c'est que l'accusé Al-Hassan n'est pas un enfant de cœur. Il n'est pas cet enfant de cœur que la défense, sans doute, va s'évertuer à vouloir dire le contraire. Mais nul n'est dupe. Monsieur le Président, je vais vous présenter l'image que les victimes de Tombouctou retiennent exactement de M. Al-Hassan. Tenez-vous bien. Aux yeux des victimes de Tombouctou, l'accusé Al-Hassan est le prototype du monstre froid, intrépide et violent, totalement insensible à la souffrance humaine. Voilà à quoi il correspond. Monsieur le Président, c'est clair. Al-Hassan n'est pas un enfant de cœur. Seul un cœur dur pouvait être affecté à l'exercice des fonctions qui étaient la sienne, qui étaient les siennes au sein de la police islamique. Ce n'est pas par un hasard si Al-Hassan a été choisi pour jouer le rôle qu'il jouait au sein de la police islamique. C'était en reconnaissance c'était justement en reconnaissance du fait que c'était un caïd. Ce n'était pas un enfant de cœur. Monsieur le Président, et ça pour finir, en marge des préjudices hautement psychologiques, en marge des préjudices matériels, en marge des préjudices physiques,
les représentants légaux des victimes voudraient attirer singulièrement votre attention sur certains préjudices de nature particulière et qui font aujourd'hui la hantise de bon nombre de victimes et dont nous-mêmes, représentants légaux, en avons pris conscience jour après jour au fur et à mesure que nous nous entretenions avec ces déplacés. Quand je parle de déplacés, je parle bien entendu de ce préjudice d'éloignement. Monsieur le Président, le préjudice d'éloignement concerne une partie importante des victimes participantes et qui vise, on va le dire, des membres de la population de Tombouctou qui ont quitté la région sans aucune possibilité de retour. Ce préjudice comporte également une composante fortement psychologique spécifique dont les effets sont destinés à durer longtemps lorsque la victime ne parvient pas à s'intégrer dans son nouvel environnement et ne dispose pas de moyens de retourner sur le lieu de vie originel. Tel est le cas de l'immense majorité des victimes que nous avons rencontrées. Monsieur le Président, au suivant, il y a la perte de la scolarisation. La perte de la scolarisation avec des conséquences sur le long terme concerne beaucoup d'enfants qui n'ont pas été en mesure de rattraper le retard lié à la fermeture des écoles. Mieux, il y a des milliers, des centaines ou des milliers d'enfants qui ont définitivement perdu leur chance, du moins leur droit à l'éducation. Il se résume ici en une perte de chance, comme qui dirait une chance de devenir quelqu'un, pour justement dire une chance de gagner dignement sa vie. Troisièmement, Monsieur le Président, au nombre de ces préjudices qui frappent durement, c'est le préjudice transgénérationnel. Les représentants légaux rappellent qu'il est désormais reconnu devant cette Chambre que le traumatisme psychologique subi par une victime directe aura des répercussions sur ses enfants
indépendamment du fait que ces derniers n'auraient pas vécu l'élément générateur du traumatisme parental. Le préjudice spécifique des enfants nés de mariages forcés illustre parfaitement ce cas que nous avons vécu en direct avec V001 qui cumule les préjudices d'enfants nés d'un viol commis dans le cadre d'un mariage forcé et qui s'est très certainement vu transmettre une part du traumatisme propre à sa mère du fait de son vécu personnel. Monsieur le Président, honorable juge, je préfère m'arrêter là en espérant que ces quelques mots choisis vont peser dans la balance au moment où vous allez vous retirer pour délibérer. Pour délibérer sur la culpabilité de M. Al-Hassan. Et lorsque vous aurez pris votre décision, sur la question principale, celle de la culpabilité, vous répondrez naturellement « oui, il est coupable ». Et ce faisant, vous pouvez tranquillement aller vous reposer et lorsque vos enfants vont vous demander ce que vous aviez fait de votre journée, vous leur répondrez certainement qu'un homme était enclin à la justice ce jour-là et que vous avez prononcé contre lui un verdict de culpabilité parce que ce monsieur mérite à juste titre le traitement infligé pour dissuader désormais que nul alors ne puisse s'imaginer, ne puisse prétendre commettre les mêmes faits impunément. Ce sera justice et ce serait sans doute, sans nul doute, un grand pas dans la construction de la justice internationale, construction qui est notre devoir à nous tous, mais dont la charge principale repose aujourd'hui sur vos épaules à travers la décision que vous allez rendre. Là-dessus, Monsieur le Président, honorable juge, je laisse entre vos mains le sort de ces victimes en vous réitérant la confiance absolue que j'ai à l'égard de vous tous et de vous toutes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître Doumbia, pour votre brillante et éloquente plaidoirie. Et évidemment, en ce qui concerne votre conseil aux juges de la Chambre, en ce qui concerne ce qu'ils doivent dire à leurs enfants,
je mets ça sur le compte de votre envolée oratoire, parce que c'est à la Chambre de délibérer sur ce qui convient de dire aux enfants. Voilà. Alors, nous avons encore 10 minutes. Je ne sais pas ce que pense Maître Taylor, parce que je pense qu'en ce qui concerne les représentants des légaux des victimes, nous en avons fini. Maître Ncita. Exactement, Messieurs les juges présidents, honorables mesdames les juges, la parole de Maître Sédou Doumbia clôture la plaidoirie des représentants légaux des victimes. Merci. Merci beaucoup, Maître Ncita. Les représentants légaux des victimes ont tenu parole. Je salue leur concision. Maître Taylor, qu'est-ce que vous dites? Thank you, Mr. President. I'm ready to start now. Otherwise, we can also break now and return earlier if that's more convenient. Tout à fait, Maître Taylor. Je posais juste la question, hein, mais la Chambre est tout à fait disposée à s'interrompre maintenant et à reprendre à 11h30. C'est bien ça, Maître Taylor? Voilà, Maître Taylor est d'accord. Alors, nous allons nous interrompre et nous reprendrons à 11h30. Nous allons suspendre l'audience. L'audience est suspendue. All rise, veuve levée.